Raymond est avec nous. C'est magnifique. Vous avez entendu cette météo là tout de suite en début de spectacle? Hey, hey, hey. 936 hectopascal. Dans des trucs comme ça, dans des météos comme ça, moi personnellement, dans mes monts d'arrêt préférés, là-bas, très loin, près du Roc Trédudon, à 3770 décimètres de haut, eh bien, qu'est-ce que je fais quand j'entends une météo comme ça? Je m'allume un grand feu dans la cheminée. Et là, je me verse un bon whisky des îles, la Froicolila, la Gabeline, enfin, un bon whisky, et là, je prends un bon livre d'aventure maritime. Capitaine Polito, Capitaine Hornblower, par exemple, des histoires de tempêtes, de batailles navales, de vagues, hautes comme des maisons, le vent qui souffle, et moi, tranquille dans mon fauteuil, près du feu. Ah, parce que j'ai toujours rêvé d'être marin. C'est vrai, j'ai toujours rêvé d'être marin, mais pas pour la mer, par exemple. Ah non, pour, je dirais, le mystère. Hein? Pas pour les voiles non plus, non, pour les étoiles. Ah oui, les étoiles. Pas pour les ports, non, plutôt pour le folklore. Mais là oui, oui c'est vrai, j'ai toujours rêvé d'être marin, mais pas pour partir en tout cas. Ah non, mais par exemple, pour revenir, revenir là, retrouver la terre, et se souvenir. On l'appelait l'homme à la barque. En breton, Podavak, l'homme à la barque. Oh, il avait dû avoir un nom probablement qui lui venait de son père. Mais peut-être que son père s'appelait aussi Podavak, l'homme à la barque, allez savoir. Hein, les surnoms, ça reste longtemps. Moi, dans mon village du Maine-Creuse, par exemple, tous les gens ont des surnoms. Il y en avait un, par exemple, qui s'appelait Amédée Ratzok, on l'appelait comme ça parce qu'il était radical socialiste. Et son fils a aussi écopé du surnom Ratzok. Vous voyez, ça reste comme ça tout le temps. De toute façon, les noms, hein, vous savez, on ne peut pas s'y fier. Vous avez des gens, par exemple, qui s'appellent Leroux. Leroux. Vous les regardez, ils ont les cheveux noirs comme de la suie. D'autres, par exemple, qui s'appellent Lehir. J'en connais, des Lehir. Et Lehir, ça veut dire le grand, le long. Hey, vous posez les yeux sur eux, là, vous dites, hey, il n'est pas plus grand qu'une betterave qu'on aurait récoltée en 67, là. L'année de la sécheresse. Donc, les noms ne veulent pas dire grand-chose. On va donc garder ce nom, Podavak, l'homme à la barque. Il s'appelait comme ça parce qu'il avait une barque et que cette barque était la sienne. Voilà. Cette histoire se passe pas très loin d'ici, puisqu'on est ici à l'Octudie, déjà dans le pays bigoudin. Ça s'est passé justement dans ce pays ici. Je pense que plusieurs d'entre vous, bon, ceux qui sont du coin, je ne vais pas leur enseigner leur pays, mais ceux qui sont là par hasard en vacances, qui pensaient trouver la pluie, et puis non, pas de chance, du soleil. Mais ça reviendra. Ne cassez pas la tête, on l'aura. Ben, quand vous partez vous promener vers le pays bigoudin, vers la pointe de la Torche, ben, vous avez un peu plus haut que la Torche, même vous avez des petites falaises, avec des rochers briseurs d'épaves, mais plus bas, vous avez ces grands bancs de sable, ces grandes plages immenses, sur lesquelles les vagues viennent se briser, et souvent vous pouvez compter 7 rouleaux qui se brisent en même temps. Ça, c'est assez étonnant. Après la vague, après la plage, plutôt, il y a justement cette levée de galets. C'est quelque chose d'extraordinaire à voir, sur des kilomètres et des kilomètres, cette levée de galets qui protège la terre contre les assauts de la mer. Et derrière cette levée de galets, il y a cet endroit que l'on appelle la palute. La palute qui est occupée par des marécages et des terres plutôt infertiles. Alors cette histoire s'est passée dans ce coin-là. L'homme à la barque. À cette époque-là, il n'y avait plus qu'une seule barque entre Pénance et la Torche. Et cette barque-là, c'était la sienne. Ne me demandez pas où étaient passés les autres. Il faudrait probablement interroger la grande mère salée. Et encore, ça n'est pas sûr qu'elle vous réponde. Non, non, pas sûr du tout.
L'homme à la barque, ben, il naviguait toujours seul à l'écart des flottilles de Pama ou d'Audierne. Ben, c'est pas qu'il était sauvage, mais il avait sa tête à lui, et personne, non, personne n'avait jamais pu savoir ce qu'il y avait dans cette tête-là. Pas même sa femme. Sa femme, c'était une petite croix-rôde, là, qui écorchait quelques arpents de terre sur la palute pour planter des pommes de terre, pour accompagner le poisson. Lui, il ne s'était jamais occupé d'autre chose que de sa barque. La coque, le mât, les voiles, c'est tout. Sa pêche, me direz-vous? Non. Il s'en occupait pas beaucoup parce que la plupart du temps, quand il sortait en mer, ses filets restaient au sec. Mais ce jour-là, ben, les pommes de terre devaient se passer le poisson. C'est comme ça. L'homme à la barque. Au reste, leurs tâches étaient si bien séparées à l'un et l'autre que lui, par exemple, n'aurait jamais donné un coup de main pour bêcher le jardin, par exemple, ou bien encore, je ne vais pas aller s'occuper de la vache à l'étable, du moins quand il y en avait une. Ça, c'était les années grasses. Hein. Quant à elle, eh bien, elle ne portait jamais ses pieds nus plus bas que la ligne de Goémon qui marque la limite de la haute mer. Le vieux lui avait expliqué une fois pour toutes, un bon marin doit pouvoir ramener sa barque seul jusqu'à la limite du Goémon. Après, il peut demander de l'aide. Il paraît que c'était la coutume chez les anciens. Eh bien, c'est pour respecter cette coutume-là qu'est mort l'homme à la barque. Cette histoire s'est passée là au début du XXe siècle, 1900 et quelques poussières d'années. Il faut se mettre dans le climat. On est au mois de septembre. Et puis, comme souvent, au mois de septembre, du moins autrefois, maintenant un peu moins, mais à l'époque c'était ça, c'était l'époque des tempêtes. Et là, il y a une tempête qui souffle, le vent souffle avec force, avec rage, et au loin, là-bas au large, il y a un bateau qui est en perdition. Et le vent est si fort que les perroquets et les huniers ont été arrachés, et on dit qu'ils ont été portés à plus de 4 lieues à l'intérieur des terres. Alors comme chaque fois qu'il y a tempête, le vieux, devenu plus intraitable que jamais, marche comme ça le long de la plage. Et il est le premier à voir le navire là-bas, en perdition. Alors, avec grands efforts, il pousse sa barque dans la mer. Et là, quand elle est à l'eau, il enjambe les bordées, il hisse la voile et il met le cap vers le navire en perdition. Et il est le premier à arriver sur zone. Et pendant toute la nuit, il va lutter contre les éléments. Et au matin, après 17 va-et-vient, il aura ramené au port de Saint-Guénolé 17 naufragés. Alors, une fois qu'il a déposé le dernier homme sur le quai, sans dire un mot, hop, il remet le cap vers le pignon blanc de sa maison qui brille là-bas sur la palette. Et lorsqu'il arrive, c'est marée basse. Et son bateau s'échoue sur la grève. Alors là, il se lève pour descendre, et là, il est pris d'une fatigue mortelle et il s'évanouit dans le fond de sa barque.